Le private equity consiste à prendre des parts au capital de sociétés de non cotées, apporter des capitaux, des sources de financement à des startups, à des sociétés et à accélérer leur croissance tout en accompagnant leur transformation. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Marion Calcine. Bonjour. Vous êtes Senior Managing Director au sein du fonds Ardian et vous êtes aussi Chief Investment Officer de l'équipe Infra du fonds. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience dans le Career Insight de Training You. Merci beaucoup à vous. Première question du podcast, elle est toujours très générale. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Oui, alors j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai fait mes études au lycée en scientifique, option maths. Et après, j'ai fait une prépa qu'on appelle BL à Marseille. Et donc, les enseignements principaux, c'était maths, économie, histoire, langue, philosophie. Donc, quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit. Après, j'ai intégré l'ENSAE à Paris. Et donc, je suis devenue statisticien économiste. Et en parallèle, j'ai passé le diplôme d'actuariat. Donc, je suis actuaire aussi. Et à la sortie de l'école, j'ai rejoint AXA IM dans l'équipe de financement d'infrastructure où je suis toujours aujourd'hui. L'équipe a été depuis transférée chez AXA PE en 2007 et AXA PE est devenu Ardian en 2013. On va revenir sur tout ça. On va ouvrir plusieurs chapitres dans votre parcours. Et le premier, ce sont vos études. Vous l'avez rappelé, vous étudiez à l'ENSAE, qui est une école d'ingénieurs. Et traditionnellement, les ingénieurs sont moins présents dans les métiers de la corporate finance. Comment avez-vous découvert cet univers ? Alors, j'ai découvert cet univers par hasard. En réalité, j'ai voulu faire une année de césure à l'issue de ma deuxième année à l'ENSAE. Et donc, j'ai commencé par un stage en réassurance chez AXA, qui m'a beaucoup plu. Et la deuxième partie de césure, je souhaitais la faire en finance. Et donc, on m'a conseillé de me présenter chez AXA IM, la filiale d'asset management du groupe, qui, à l'époque, recrutait énormément, mais surtout en finance de marché. Donc, j'ai posté mon CV un peu au hasard sur le site internet. Et Mathias Burghardt m'a contacté, qui est aujourd'hui toujours mon chef, pour rejoindre en tant que stagiaire l'équipe qui venait de se constituer, dédiée au financement par AXA d'infrastructures privées. Qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans ces métiers ? Alors, j'avais fait beaucoup de cours très théoriques à l'ENSAE, beaucoup de maths, beaucoup d'actuariat, beaucoup de finances théoriques. Et du coup, c'est le côté concret et tangible des sociétés dans lesquelles on investit qui m'a beaucoup plu. Quand vous entrez comme stagiaire ou analyste dans un fonds d'investissement, en infrastructure en l'occurrence, on vous parle de... c'est un aéroport sur lequel j'ai bossé pour la première transaction. Et donc, on vous parle de nombre d'avions, volume de passagers, dépenses des passagers dans l'aéroport, la maintenance de l'aéroport, voilà. Et donc, du coup, ça m'a tout de suite paru très, très concret. Et je me suis assez enthousiasmée pour la classe d'actifs. Et ça, c'est plus concret que des métiers en finance de marché qui sont parfois le domaine un peu plus privilégié par les étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Oui, c'est vrai. Et c'était d'autant plus vrai à l'époque, je pense, parce que la finance de marché attirait beaucoup. Les étudiants à l'ENSAE, qui ont donc quand même un bagage quantitatif très fort, étaient très recherchés en finance de marché. Et j'avais jamais fait de cours de finance d'entreprise. Donc, c'était un choix qui était plutôt déjà un choix quand même aléatoire, mais aussi un choix plutôt rare à l'époque, et je regrette pas parce que finalement le marché s'est rapidement retourné après mon embauche chez AXA IM, et la finance de marché est devenue moins populaire, donc du coup je trouve que voilà, et donc j'ai été recrutée en 2007 et c'était juste avant la chute de Lehman, donc voilà. Alors aujourd'hui, les profils d'ingénieurs sont bien valorisés, même très valorisés par les entreprises du secteur, notamment les fonds de private equity. Pourquoi ?
Alors je pense que en infrastructure particulièrement, on a pas mal d'ingénieurs parce que vous êtes amené à investir dans des actifs comme par exemple des centrales électriques. Donc quand on a un ingénieur qui comprend comment fonctionne une centrale électrique, c'est plus naturel. C'est pas un prérequis absolu, hein. C'est-à-dire qu'on a fait des très bons recrutements d'ingénieurs, notamment aux Ponts et Chaussées, à l'école polytechnique, dans ce type d'école. Mais on a aussi pas mal de profils financiers et des profils data scientists. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, on a des ingénieurs. On a des ingénieurs aussi parce que nos équipes sont amenées à superviser des plans de transformation industrielle assez ambitieux dans les sociétés en portefeuille. J'ai un exemple en tête qui est une société de chauffage urbain en Finlande où on a substitué toutes les chaudières qui brûlaient de la tourbe, donc extrêmement polluantes, par des chaudières à biomasse, donc beaucoup moins polluantes. Et on a réduit de ce fait les émissions de la société de 60% en moins de 2 ans. Et donc évidemment, avoir des ingénieurs pour superviser la réalisation de ces plans-là, c'est absolument capital. Au-delà du profil ingénieur, parce que comme je le disais, on n'a pas que des ingénieurs, on privilégie des profils analytiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller dans le détail, mais sans pour autant perdre la vision d'ensemble, comprendre les enjeux auxquels la société va être confrontée et avoir une grande capacité de synthèse. On va y revenir sur les profils recherchés par les fonds. Mais avant ça, j'ouvre le second chapitre de ce podcast. Marion Calcine, c'est votre début de carrière et le private equity. Vous rejoignez en 2007 au sortir de vos études l'équipe infra d'AXA Private Equity. Concrètement, pourriez-vous nous définir ce qu'est le métier du private equity ? Oui, bien sûr. Le private equity, ça consiste à prendre des parts au capital de sociétés non cotées. Et donc le private equity, ça consiste à apporter des capitaux, des sources de financement à des startups, à des sociétés et à accélérer leur croissance tout en accompagnant leur transformation. Donc chez Ardian, donc à l'époque AXA Private Equity, nous avons des expertises diverses. On a des équipes de buy-out, d'expansion, de croissance, de private credit, ça c'est donc des équipes de private equity, et puis à côté de ça, on a de l'investissement qu'on appelle real assets, et donc ça c'est infrastructure et immobilier. Donc on se définit plutôt comme société d'investissement privé que comme fonds de private equity à proprement parler. Même si vous l'avez fait, Marion, c'est parfois difficile d'intégrer directement un fonds de private equity au sortir des études. Et beaucoup de jeunes diplômés valident une première expérience de 2-3 ans en corporate finance, en particulier en M&A, avant de rejoindre un fonds d'investissement. Quelles seraient, selon vous, les expériences les plus valorisées par les fonds d'investissement ? Alors c'est vrai que je l'ai fait, c'était un autre temps, hein, c'était peut-être plus facile d'entrer dans le secteur à ce moment-là, donc j'ai eu beaucoup de chance. En revanche, ce que j'ai fait et ce qu'on continue de faire, c'est que moi j'ai fait un stage et j'ai été embauchée à l'issue d'un stage. Et c'est peut-être ce qui différencie Ardian par rapport à beaucoup d'acteurs sur le marché, c'est que on recrute beaucoup nos stagiaires. Donc dans nos équipes, énormément de personnes, de analystes à managing director, ont été stagiaires chez Ardian. Bien sûr, c'est tout à fait vrai, une expérience préalable en M&A est un avantage. Donc, même quand on candidate pour un poste de stagiaire, c'est bien d'avoir une expérience préalable en M&A. On recrute assez peu après quelques années d'expérience. Des passerelles entre l'industrie et les fonds d'investissement existent, mais plutôt à des postes très très seniors, quand après on peut accompagner en tant qu'ingénieur très qualifié des fonds d'investissement et des sociétés en portefeuille dans des transformations industrielles. Donc c'est beaucoup plus tard dans la carrière. Pour ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient entre les deux, le M&A ou le private equity, et ils sont nombreux, on le sait, quelles sont les différences au quotidien dans le métier de banquier d'affaires et dans le métier d'investisseur en private equity ? Alors, je dirais que le banquier d'affaires voit beaucoup plus de transactions. Parce que il travaille en fait sur les acquisitions et les cessions en tant que conseil.
Et donc, il accompagne ses clients à l'achat ou à la vente sur des périodes de temps qui sont relativement restreintes. Donc, le banquier M&A a fait beaucoup plus de transactions dans une année, travaille sur beaucoup plus de sujets. L'importance du réseautage est capitale dans le métier de banquier M&A. Je dirais que le métier de l'investisseur s'inscrit sur un temps plus long. L'investisseur doit participer évidemment à l'acquisition, l'analyse de la société, mais après, le vrai travail commence quand la société est acquise et qu'il faut déployer la stratégie définie lors de l'acquisition jusqu'à la sortie et donc jusqu'à la vente de la société. Donc, le travail de l'investisseur, il est peut-être moins varié et moins trépidant que celui du banquier M&A. Au demeurant, c'est un travail qui implique une responsabilité énorme parce que justement, on est amené à vraiment accompagner la stratégie de la société sur le temps long. Marion Cassine, on va ouvrir le second chapitre du podcast qui concerne Ardian. En effet, vous avez rejoint ce qui était à l'époque AXA Private Equity, l'équipe infra, qui est devenue Ardian en 2013, et vous y travaillez encore. C'est une formidable longévité et ça démontre bien les perspectives d'évolution avantageuses qu'on peut avoir chez Ardian. On va revenir sur ce parcours, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de la création d'AXA Private Equity dans les années 90? Oui, bien sûr. Alors, Dominique Sénéquier a créé, à la demande de Claude Bébéar en 1996, l'expertise de capital investissement chez AXA. L'idée étant que il fallait développer, parce qu'AXA le souhaitait, l'investissement dans des sociétés privées et le faire non seulement pour le compte d'AXA, donc en propre sur le bilan d'AXA, mais également en allant chercher de l'argent tiers. Et donc la mission de Dominique à l'époque était de rapporter autant, si ce n'est plus, d'argent tiers, donc d'autres clients, assurances, fonds de pension, et de le co-investir avec l'argent que AXA lui dédiait également. Le fonds a bien grandi depuis. Quelles ont été les grandes étapes du développement d'Ardian depuis sa création? Alors, entre 1996 et 2013, la société a beaucoup grandi, s'est beaucoup étoffée, de nouvelles activités et aussi a ouvert de nouveaux bureaux, donc a étendu son réseau international, à la fois en clients et puis aussi en activité. En 2013, Dominique a mené le rachat par les salariés eux-mêmes de la société à AXA. Et donc, à cette époque-là, nous avions 320 collaborateurs et 36 milliards d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans plus tard, nous avons 166 milliards de dollars sous gestion. Nous avons plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Et puis 19 bureaux. Donc, c'est une croissance qui est vraiment exponentielle et dont nous sommes tous très fiers. Quelles sont les différentes stratégies d'investissement d'Ardian aujourd'hui? Alors, les stratégies d'investissement sont des stratégies... Le premier pilier, c'est le private equity, qui est de loin la plus grosse activité. Et donc, elle se décline en deux grandes familles d'activités. L'investissement direct, donc buyout, expansion, co-investissement, croissance, différents types de sociétés, différentes tailles de sociétés, différents types de stratégies également minoritaires ou majoritaires. À côté, toujours dans le private equity, on a la plateforme primaire et secondaire, et donc c'est l'investissement dans des fonds de capital investissement. Cette plateforme-là, c'est la plus grosse plateforme mondiale, donc c'est vraiment le leader mondial sur le marché du secondaire. Le deuxième pilier, c'est la partie real assets, dont l'infrastructure fait partie, et donc qui recouvre immobilier et infrastructure pour 34 milliards de dollars. Et la dernière activité, c'est le private credit, donc du prêt à des sociétés. Alors vous, chez Ardian, vous êtes membre de l'équipe infrastructure qui fait elle-même partie du bloc Real Assets, le deuxième que vous avez mentionné tout de suite. Quelques chiffres, c'est plus de 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion, plus de 55 investissements depuis 2005 et une capacité d'intervention d'1 milliard d'euros pour chaque transaction. Ça pose le décor. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette équipe infra?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une équipe qui a été fondée donc par Mathias en 2005. On compte aujourd'hui plus de 70 professionnels répartis sur 8 bureaux à travers le monde. Cette équipe investit principalement dans 3 secteurs, enfin exclusivement d'ailleurs dans 3 secteurs, que sont l'énergie, les transports et les infrastructures digitales, heu, en Europe et en Amérique au sens large. C'est des tickets de combien en moyenne par C'est intervention? des tickets, c'est assez variable parce qu'on a aussi des plus petits fonds. Par exemple, on a un fonds dédié aux investissements renouvelables qui fait des transactions de l'ordre de 100 millions d'euros. Mais en général, notre fonds européen va faire des tickets entre 500 millions et 2 milliards. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'opérations, d'investissements réalisés par l'équipe? Alors chez Ardian, nous sommes des investisseurs de long terme, donc quelles que soient les expertises, on investit toujours sur le long terme. En infrastructure, peut-être, encore un peu plus, sur le long terme, puisque ce sont des produits à duration encore plus longue. L'intérêt pour nos investisseurs d'investir en infrastructure, c'est, du rendement régulier, sur le long terme, une forte corrélation à l'inflation, parce qu'eux ont souvent des passifs indexés à l'inflation également, une grande prévisibilité des retours. Et voilà, donc un investissement, je dirais, par rapport au private equity, plus réputé, plus sûr, et dans des services, qu'on nomme, essentiels aux populations, c'est-à-dire, la production d'énergie, le transport d'énergie, le transport de personnes, de marchandises et cetera. Quelles sont les particularités de l'investissement dans les actifs infra par rapport à d'autres actifs? Alors, nos investisseurs, ce sont principalement des assureurs et des fonds de pension. Donc ces institutions-là ont, des passifs, des obligations vis-à-vis de leurs, clients, de long terme, de très long terme, prévisibles et indexés à l'inflation. Par exemple, des retraites à payer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc en face de ces passifs-là, c'est une évidence d'avoir des actifs qui ont les mêmes caractéristiques, donc prévisibles, à long terme, indexés à l'inflation. Et c'est comme ça que la classe d'actifs infrastructure est née. Donc l'investissement en infrastructure, ça consiste à investir sur le long terme dans des actifs qui sont éminemment stratégiques, qui apportent qui répondent à des besoins essentiels des populations. Par exemple, de la distribution d'eau, amener le très haut débit, des réseaux ferrés. Donc des actifs qui nécessitent des investissements très 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 élevés, donc qu'on appelle capex intensive en Mmh. anglais, très souvent en situation de monopole. Une voie ferrée, un aéroport, c'est des actifs en situation de monopole, et très souvent protégés par des contrats long terme et indexés à l'inflation, ce qui rend l'investissement plus prévisible et qui permet aussi d'avoir un rendement régulier, ce qui intéresse nos investisseurs. L'investissement en infrastructure en tant que classe d'actifs s'est développé, et dans une certaine mesure, l'investissement privé peut se substituer à l'investissement public quand des États sont particulièrement endettés, et donc on recourt à des investissements privés au travers des partenariats publics-privés. On voit beaucoup de levées de fonds et d'investissements en infra aujourd'hui. Le secteur est en forte croissance. Quels sont les principaux moteurs de cette croissance? Aujourd'hui, les besoins en investissement en infrastructure sont massifs. La transition énergétique, bien sûr, la transition digitale, et puis également le secteur des transports qui a été relativement sous-investi pendant la période du Covid. Donc, les besoins sont énormes. Les États et les grands groupes industriels sont fortement endettés. Donc, il y a une place dans le marché pour les investisseurs privés tels que les fonds. Côté investisseur, l'investissement en infrastructure, donc dans des sociétés non cotées, est très complémentaire de l'investissement dans des sociétés cotées. Nous, on a fait une mesure sur notre portefeuille. L'investissement dans nos fonds a généré une surperformance de 80%, rémunérant les liquidités, bien sûr, par rapport à des indices cotés sur la même période en infrastructure, avec une volatilité de 40% inférieure. Donc, c'est des stratégies qui sont très, très complémentaires de l'investissement dans des sociétés similaires mais cotées.
Et puis après, au sein d'un portefeuille d'investisseurs, c'est-à-dire compagnie d'assurance, fonds de pension, l'investissement privé en infrastructure est perçu évidemment comme offrant un rendement plus élevé que de l'investissement type obligataire, tout en ayant des caractéristiques en même temps plus prudentes, plus conservatrices que des investissements dans des sociétés plus early stage ou private equity. Voilà, donc c'est un investissement qui est assez recherché parce qu'il complète à l'heure actuelle assez bien les portefeuilles de nos clients. Au sein de cette équipe infrastructure, vous êtes Chief Investment Officer. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi dans votre quotidien? Alors, avant tout, avant d'être Chief Investment Officer, je suis investisseur. Donc, j'ai participé à plusieurs des transactions de notre portefeuille. Et donc, mon métier principal, c'est quand même le métier de l'investissement. Je fais moins de transactions aujourd'hui parce que justement, ce rôle de Chief Investment Officer me prend beaucoup de temps. Il consiste à revoir et valider l'ensemble de nos opportunités d'investissement avant qu'elles soient présentées en comité d'investissement et donc validées pour que la transaction soit effectivement réalisée. Donc, avec mon équipe, on passe au crible chacun des investissements pour vérifier leurs caractéristiques, qu'elles correspondent bien à la thèse d'investissement qui est défendue par le fonds et qui est souhaitée par les investisseurs. C'est principalement de l'analyse de transactions, des échanges avec l'ensemble des membres seniors de l'équipe pour prendre leurs opinions et nourrir notre réflexion collective de façon à effectuer ce qu'on juge être de bons investissements. Le deuxième volet de ce travail-là, c'est aussi de développer une approche de construction de portefeuille, d'avoir des outils parfois plus quantitatifs que ce qu'on voit habituellement en private equity pour justement évaluer la sensibilité de notre portefeuille à des grandes variables macroéconomiques, par exemple, et donc optimiser la construction du portefeuille. L'équipe infra d'Ardian est composée d'investisseurs qui ont un profil financier classique, mais aussi de data scientists qui ont un profil ingénieur. Pourquoi cette combinaison de profils dans l'équipe et quelle est la répartition des rôles? Alors, c'est une question intéressante. Nos investisseurs sont à la fois des ingénieurs et des financiers. Et on a intégré plus récemment, je dirais il y a 5 ans environ, des data scientists dans l'équipe. On s'est rendu compte assez tôt que le volume de données auxquelles on a accès par nos sociétés en portefeuille était massif. Par exemple, on peut récupérer les données de trafic sur nos autoroutes ou dans nos aéroports. On peut récupérer la vitesse instantanée du vent qui souffle sur nos éoliennes. Et toutes ces données-là, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose, les analyser au niveau consolidé, en fait, à notre niveau, à nous, Ardian, pour essayer d'améliorer l'efficacité opérationnelle de nos actifs et plein d'autres choses, faire plein d'autres choses. Donc, on a constitué un pôle de data scientists. Ils sont 4 aujourd'hui dans l'équipe d'investissement et donc au service de l'amélioration de la performance opérationnelle des actifs. On a été assez pionnier de ce point de vue-là parce que je pense, à ma connaissance, on est le premier gestionnaire de fonds à justement avoir franchi ce cap. Et notre équipe de data scientists développe des outils particulièrement intéressants. Le premier outil qui est extrêmement puissant, c'est un outil qui s'appelle Opta et qui vise à récupérer en temps réel l'ensemble des données opérationnelles de plus de 2 gigawatts d'éoliennes et de panneaux solaires dans le monde. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de évaluer en avance des signaux faibles qui pourraient amener à une panne. Également vérifier, par exemple, que l'alignement de la nacelle avec l'orientation du vent est bonne et donc, du coup, de faire en sorte que la production soit optimale. Grâce à cet outil, on a pu mesurer que la disponibilité et donc la production de ces actifs renouvelables en Europe avait augmenté de quasiment 2%, ce qui est énorme
énorme quand vous avez des actifs comme ça qui ne sont pas soumis à des coûts variables. Donc ça, c'est le premier outil et c'est un outil particulièrement important. Le second, qui est tout aussi emblématique, s'appelle Air Carbone. Il consiste à calculer en temps réel, à partir des données de trafic de nos aéroports, les émissions de scope 3 des aéroports qu'on a sous gestion. Et évidemment, le scope 3 pour les aéroports, c'est l'enjeu. Ce n'est pas le scope 1 ni le scope 2. Donc, Air Carbone mesure en temps réel les émissions de scope 3 et permet au management team qui s'occupe des aéroports d'évaluer comment des modifications de trajectoire d'avions ou de véhicules sur le tarmac permettent de réduire les émissions des aéroports. Et donc, évidemment, cette industrie a besoin de ce type d'outils pour survivre à long terme et pour engager des politiques très ambitieuses de décarbonation. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a créé ces outils de data science. Aujourd'hui, la construction ou la rénovation des infrastructures participe à la transition écologique qui est un défi majeur pour notre génération. Et on parle beaucoup des fonds à impact. Est-ce que c'est vraiment important d'être labellisé impact ou est-ce qu'on peut transformer l'économie positivement sans l'être, comme c'est le cas de l'équipe infra d'Ardian? Alors, nous, tous nos fonds sont article 8 au sens de la réglementation SFDR et on a même 2 fonds article 9, donc le fonds hydrogène et le fonds renouvelable. On n'a jamais décidé d'avoir un fonds à impact parce que notre thèse d'investissement en infrastructure est par nature un investissement à impact. C'est-à-dire que on produit de l'électricité verte, on amène de l'électricité dans les foyers, on amène du gaz dans les foyers, on apporte le très haut débit dans des foyers, on transporte des personnes, des marchandises. Et donc, du coup, évidemment que tout investissement qu'on fait a un impact sur la société et sur les personnes. Toutes nos sociétés ont un plan de décarbonation. D'accord, donc vraiment 100% de nos sociétés ont un plan de décarbonation et dans la plupart des cas extrêmement ambitieux. Et la rémunération des dirigeants des sociétés est pour partie liée à l'atteinte de ce plan-là. Donc du coup, finalement, l'investissement en infrastructure, c'est tout simplement un investissement impact, quoi. J'aimerais vous poser quelques questions sur vos autres rôles au sein d'Ardian. D'abord, vous êtes membre du directoire d'Ardian en France depuis quelques mois, depuis fin 2023. Quelles sont vos prérogatives dans le cadre de cette fonction? Alors, le groupe Ardian, donc c'est un groupe qui a 1100 collaborateurs, qui est partout dans le monde et dont la stratégie, les orientations stratégiques sont définies par un COMEX et une General Management Team. Après, en local, donc dans chacune des filiales, il y a un comité de direction. Le Ardian France, c'est la plus grosse filiale du groupe. Elle regroupe la moitié des employés d'Ardian. Et elle est importante parce que c'est une filiale qui est régulée par l'AMF et qui est investment manager de la plupart des fonds, enfin de tous les fonds directs. Donc cette société-là, elle a un directoire qui compte 5 personnes, qui est dirigé par Mathias Burghardt, et le directoire est d'ailleurs à 40% féminin. On va en parler. Et donc les prérogatives de ce directoire, c'est évidemment d'appliquer au sein de la filiale française les orientations stratégiques qui sont définies au niveau du groupe. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est vraiment en tant qu'investment manager de s'assurer que les investissements qui sont faits soient en ligne avec les différentes stratégies d'investissement des différentes équipes. Et donc, en fait, ce qui a vraiment changé dans mon quotidien depuis que j'ai rejoint le directoire, c'est principalement le fait d'assister au comité d'investissement des autres équipes que l'équipe infrastructure et donc de découvrir aussi d'autres stratégies d'investissement et d'être avec les autres membres du directoire responsables des décisions d'investissement pour ces fonds-là. Dans le cadre de votre métier chez Ardian, vous avez aussi rejoint le board de plusieurs entreprises. Est-ce que c'est aussi une dimension du métier d'investisseur?
Oui, tout à fait. Alors, dans notre stratégie d'investissement en infrastructure, on prend des parts qui sont majoritaires, principalement dans les sociétés. Ou alors si on prend des parts minoritaires, elles ont, une forte gouvernance et donc ça implique, d'aller siéger dans des conseils de surveillance ou des conseils d'administration en fonction des cas. Donc c'est vraiment une partie essentielle du travail. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est très junior. Ça vient au fil du temps. Quand on commence à avoir un peu d'expérience, parfois on devient observateur en français dans ce type de structure. Et puis ensuite, on a des places dans des boards. Les places, enfin les boards ont vocation à accompagner le déploiement de la stratégie d'une société et donc épauler le dirigeant pour des décisions stratégiques. Quelles sont les relations entre le management, l'équipe opérationnelle et l'actionnaire, le fonds, Mmh. pendant la détention en portefeuille? Alors le management, gère les décisions, de la société au quotidien, et donc l'actionnaire n'a absolument pas à s'immiscer là-dedans. Le board sera convoqué pour des décisions, plus exceptionnelles, par exemple de grosses acquisitions, des financements au-delà d'un certain seuil, des choses qui sont, au-delà de la gestion quotidienne de la société. En général, des relations de confiance et de proximité s'installent entre Ardian et les dirigeants des sociétés en portefeuille. Hem, Au travers de réunions qui sont souvent, mensuelles. Donc les boards se tiennent en général de façon mensuelle. Parfois, il y a des comités, ad hoc, par exemple des comités d'investissement ou des comités d'audit qui, en fait discutent plus en détail de certains sujets et après émettent une recommandation au board de la société et après le board de la société, prend des décisions. Mais donc je dirais que le Ardian accompagne les dirigeants tout en restant à sa place. C'est-à-dire que sa place est un actionnaire et donc il doit aider le dirigeant par petites touches de façon régulière mais sporadique dans le déploiement de sa stratégie, mais c'est vraiment le dirigeant qui est aux manettes de la société. Alors Marion, vous en avez parlé, vous êtes aussi engagée dans la féminisation de ces métiers. D'abord, vous êtes impliquée dans le Women's Club d'Ardian, créé en 2018 et qui aide les femmes à développer leur carrière et à développer leur réseau. Ensuite, vous êtes aussi impliqué dans la chaire Women in Finance de l'ESCP Business School qui cherche à comprendre quelles sont les barrières entre les femmes et la finance. Enfin, vous êtes membre du comité de diversité d'Ardian en France. À votre avis, pourquoi les femmes sont-elles tout simplement moins présentes dans ces métiers aujourd'hui que les hommes? Vaste question. Je pense que il y a deux principales raisons. La première est liée à la formation. C'est-à-dire que les femmes font, statistiquement moins d'études scientifiques, s'engagent moins facilement dans les études scientifiques et puis, les femmes dans les grandes écoles de commerce s'engagent moins facilement dans les filières finance par opposition à des filières type, marketing. Donc ça, c'est la question de la formation. Et finalement, ces écoles-là sont les écoles vers lesquelles notre recrutement s'oriente. La deuxième raison, c'est que je pense que la finance, à tort, souffre d'un déficit d'image auprès des femmes. C'est-à-dire que ce sont des métiers où on travaille beaucoup, qui sont très exigeants et où il est question d'argent. Et donc, ça n'est pas dans l'imaginaire de beaucoup de femmes, ce ne sont pas forcément des métiers nobles. Je pousse la question, vous me le permettez. Vous dites que les femmes vont moins vers ces filières-là, ingénieurs, finance. Pourquoi alors, à votre avis? C'est une très bonne question. Je pense que on n'a pas suffisamment, on va pas chercher suffisamment tôt les femmes pour donner une bonne image de ces métiers. Et c'est d'ailleurs l'objet de la chaire Women in Finance de l'ESCP, c'est de comprendre à quel moment il faut aller présenter ces métiers-là aux femmes pour qu'elles s'y engagent. Je pense aussi que pour changer l'image et puis rendre ces métiers plus attractifs pour les femmes, il faut
pas forcément leur parler d'argent, il faut parler de, ce que représente ce métier. Ce métier, c'est, une immense responsabilité. C'est-à-dire que, on investit, des plusieurs centaines de millions d'euros dans des sociétés qui ont, des milliers de salariés, dans des secteurs extrêmement variés, et qui répondent à des besoins essentiels pour, les gens du quotidien. Et donc du coup, moi, je vois ça comme une immense responsabilité et à la fois comme une immense motivation parce que vous êtes responsable, vous avez un impact qui est semblable à l'impact, qu'ont, des grosses sociétés industrielles, internationales. Et donc du coup, votre impact sur la société, sur l'environnement, qui n'est pas négligeable, c'est ce qui crée la motivation et l'envie de bien faire. Et je pense que si on présentait les choses sous cet angle-là, c'est ça la finance. C'est financer l'économie réelle. Et si on présentait les choses un peu plus sous cet angle, eh ben peut-être que ça paraîtrait plus noble et que ça attirerait plus de gens. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place par Ardian déjà pour féminiser les équipes, d'abord au niveau junior pour recruter, mais aussi au niveau senior pour conserver les femmes de l'organisation plus longtemps? Oui, bien sûr. Alors, outre, justement les activités plus externes comme, la participation à la chaire, on met en place, systématiquement avec les chasseurs de tête, pardon, des shortlists qui vont inclure, des femmes. Donc on les force à aller chercher, même là où ils ne trouvent pas des candidates, femmes. Et après quand on a des femmes, on essaie de les retenir. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de mes collègues du même âge, se décourager autour de la trentaine en se disant que ce métier n'était pas compatible avec, une vie de famille. Et donc, Ardian essaie d'accompagner au mieux les femmes, par des politiques, salariales qui sont, intéressantes, par, des politiques, familiales qui sont ambitieuses. Ça vaut aussi pour les hommes, hein, mais c'est très, très important d'arriver à retenir et donner de la perspective, à nos collaborateurs. On va passer, Marion, à une thématique qui intéresse beaucoup notre audience, ce sont les recrutements chez Ardian. Évidemment, la marque Ardian est très connue, le fonds est un fonds iconique sur la place parisienne, mais aussi au niveau mondial. Et il y a beaucoup de candidats qui postulent chaque année chez Ardian, des étudiants pour des stages et des jeunes diplômés directement pour des CDI. Quels seraient vos conseils pour eux pour décrocher une offre chez Ardian? Alors, en premier lieu, il faut évidemment regarder ce podcast pour avoir, plein de conseils Évidemment. pour intégrer Ardian et d'autres sociétés. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de CV et ce qui est le signe que la société est attractive et donc c'est très bien. On recrute en général des gens qui ont, des parcours, universitaires, de très bonne qualité. Souvent un stage, préalable en M&A pour les métiers d'investissement, est un avantage. Et puis en dernier lieu, je dirais que en entretien, il faut se faire confiance. C'est-à-dire que on est souvent assez exigeant en termes de études de cas, tests de modeling financier. Évidemment, la connaissance théorique, c'est un atout, mais en réalité, le bon sens, le fait de raisonner, de déployer un raisonnement, c'est ça que l'intervieweur va chercher à comprendre. Alors on a parlé des candidats, on va parler maintenant des jeunes professionnels. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Marion, de vos jeunes collaborateurs? Alors, j'attends, de la rigueur évidemment, mais aussi, beaucoup de curiosité et d'ouverture d'esprit. Je pense que les premières années de carrière sont essentielles, et donc du coup, avoir des gens qui disent oui et qui sont partants pour, regarder des choses qui vont un peu au-delà de ce qu'on leur demande, c'est toujours extrêmement plaisant et c'est comme ça qu'on progresse donc voilà. On va passer, Marion, à la dernière partie de ce Career Inside. C'est le traditionnel quiz du Career Inside que vous connaissez certainement si vous nous suivez de manière habituelle. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. D'accord. Si vous deviez définir Ardian en un mot, cela serait lequel? L'excellence, La principale qualité d'un investisseur. c'est la curiosité. Votre meilleur souvenir professionnel.
Quand on a levé notre fonds 6 en quelques mois en 2019. Votre pire souvenir professionnel? Mon pire souvenir professionnel, c'est en tout début de carrière, on investissait, c'était les prémices de l'investissement renouvelable et à cette époque-là, on prévoyait assez mal les productions et donc du coup, je me suis retrouvée à gérer des reportings où on avait, moins 30%, moins 20% par rapport à ce qui était prévu et je n'en dormais pas. Avec, l'âge, j'ai appris à prendre, du recul et à savoir aussi que parfois les choses vont bien, parfois les choses vont moins bien et ça s'améliore. Mais effectivement, j'en ai gardé un souvenir, assez ému. Le plus joli investissement que vous avez réalisé? Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé à ce que, directement, indirectement, on bâtisse, et on exploite, autant de gigawatts de renouvelables dans le monde, ouais. L'investissement le plus difficile que vous avez fait? Alors c'est un investissement que je n'ai pas fait, que j'ai rejoint après, l'acquisition, qui s'appelle Mila et qui est en Islande et au bord duquel je siège actuellement. Difficile non pas parce que la société va mal, mais difficile parce que c'était mon premier investissement en télécom. J'avais fait de l'énergie et des transports auparavant, et le coût d'entrée, dans un investissement dans un nouveau secteur est assez important, d'autant plus quand on arrive très senior dans une transaction et que du coup, vos contreparties s'attendent à ce que vous ayez un avis éclairé sur un certain nombre de sujets. Et donc du coup, ça a nécessité que je travaille beaucoup et je suis très contente maintenant de m'occuper de cet investissement. Le dirigeant qui vous a le plus impressionné? Ah, il y en a énormément. Tous nos dirigeants sont des entrepreneurs exceptionnels, donc je ne citerai pas de nom, j'en ai beaucoup en tête, et ils sont souvent très très bien à leur place. L'anecdote que vous n'avez pas souvent racontée que vous voulez nous donner aujourd'hui? Alors c'est une anecdote que j'ai souvent racontée en réalité. En début de carrière, ayant commencé très jeune dans le métier et étant une femme, on m'a beaucoup demandé de faire des cafés. Heu, donc beaucoup de banquiers maladroits ont demandé à mes supérieurs: «Est-ce que Marion pourrait faire des cafés?» Et donc c'est devenu un peu une blague récurrente dans mon équipe, chaque fois qu'on rentre en réunion: «Est-ce que Marion peut faire des cafés?» Non, et au-delà de ça, ça m'a quand même aussi construite, hein, parce que quand on est confronté à des comportements un peu limites, évidemment, son caractère n'en ressort que renforcé. Et je pense aussi qu'il faut prendre les choses avec de l'humour pour avancer. Le conseil que vous donneriez à la jeune Marion Calsine qui étudiait à l'ENSAE dans les années 2000? Je lui dirais: «Arrête de te poser autant de questions, arrête de te demander, si tu es légitime, et puis vas-y, avance». Merci Marion Calsine pour votre temps, avoir partagé votre histoire dans le Career Insight. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNew si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.